ravi de vous présenter ce sujet d'un intérêt immense, hein, je pense. Je pense que c'est mieux contrasté comme ça. Et merci Fabrice. Et je vais essayer dans un temps assez réduit, vous présenter une problématique assez complexe. Voilà, si on peut avoir le titre, la diapositive, et puis le mettre en plein écran, ça serait parfait. Voilà, donc l'idée c'est de réfléchir un peu à l'avenir. On va se projeter sur quelques décennies. Mode plein écran, ça devrait marcher, et voilà. Comme ça tout le monde, je pense, peut le voir correctement. Donc l'éclairage de la prospective. La prospective, c'est pas de la prédiction, hein. C'est des projections dans le futur, et on va essayer de regarder ce que dit la littérature mondiale, les chercheurs du monde entier sur ce phénomène, pour regarder avec une petite focale extrêmement locale, marseillan, mais marseillan à l'image de finalement ce qui se passe dans le monde. Première diapositive, je commence par une citation. Alors ça saute un peu, non, ça va. J'aime bien Churchill, ça c'est un vrai visionnaire, et donc il vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il ne vous prenne par la gorge. Ça marche aussi en anglais, c'est une bonne expression, et effectivement la prospective aide à se préparer, à maîtriser ce changement au profit des sociétés, de l'aménagement du territoire, pour qu'on ne soit pas surpris et déstabilisé par des événements liés à l'évolution du climat. Diapo suivante. Donc ça sera 5 parties annoncées chaque fois. Donc d'abord partir de quelques constats. La plupart sont largement connus par vous. Qui est une commune du littoral? C'est souvent plus compliqué quand je fais des conférences à l'intérieur des terres. Et donc il y a 10 constats qui vont passer rapidement parce que la plupart d'entre vous sont connus. Le premier, c'est une menace ancienne. Je ne sais pas si vous savez, moi j'ai découvert ça récemment, c'est qu'il y a plus de 700 récits mythiques dans le monde qui font mention d'une submersion, d'un déluge. Bon, le déluge que nous on connaît dans notre civilisation, grâce à la Bible, hein, eh bien en fait c'est banal. C'est banal dans les images de représentation de l'évolution du monde. Et donc il y a des exemples récents, spectaculaires. Là c'est la grande inondation des Pays-Bas en 1953. Et donc c'est resté évidemment, c'est la plus grande inondation qu'ait connue l'Europe au siècle dernier, avec 2000 morts. Donc évidemment c'est quelque chose de très spectaculaire qui a déclenché ensuite une réaction, je t'expliquerai ça plus tard. Deuxième constat, c'est lié à 3 phénomènes qui concourent de manière à peu près équivalente à la montée du niveau de la mer. La première, c'est l'expansion thermique. Tout ce qui chauffe gonfle. Donc ça, c'est une loi physique. Si la Terre augmente en température, la mer qui couvre aux 2/3 la surface de la Terre gonfle légèrement, et ça, c'est suffisamment important pour que ça contribue à la montée du niveau de la mer. Deuxièmement, la fonte des calottes polaires, en Arctique comme en Antarctique. Donc ça, c'est difficile à modéliser, parce qu'il y a beaucoup de capteurs, notamment en Antarctique, là où il y a la plus grosse réserve de glace du monde. Et puis enfin, la fonte des glaciers continentaux, ça c'est plus facile à observer, y compris en France, hein. Mais il y a des milliers de glaciers sur lesquels c'est observé. Il y a à peu près 50 000 glaciers dans le monde, pour donner leur de grandeur. Les plus gros étant dans l'Himalaya. Et vous voyez, on voit ici un glacier en Patagonie, donc c'est spectaculaire. Donc le recul des glaces, qui est... En fait, ces 3 phénomènes contribuent à l'élévation du niveau de la mer. Troisième élément, donc il n'y a pas seulement la montée du niveau de la mer, un niveau calme dans une baignoire, hein, c'est aussi, puisqu'il fait plus chaud, il y a plus d'énergie à dissiper, donc il y a plus d'événements météorologiques extrêmes. Voilà. Des tempêtes, des vagues plus importantes, des tourbillons, des cyclones, et donc ces systèmes-là libèrent de l'énergie initialement thermique, ensuite sous la forme de vent, donc de vagues. Diapo suivant, 4e constat. Voilà, elle érode le littoral, c'est pas étonnant, après ce que je viens de dire. Donc il y a à peu près la moitié des côtes du monde sont des côtes basses, on appelle des côtes sédimentaires, hein, par rapport aux côtes rocheuses. Je pense à l'Occitanie par rapport à la Bretagne, c'est pas la même chose. Alors elle affecte le monde rural et les villes, hein, c'est pas seulement le littoral.
Hein, il y a des zones immenses dans lesquelles, évidemment, dès qu'on est dans un terrain un peu plat, je pense à la Camargue, par exemple, la baie de Somme, la baie d'Arcachon, l'arrière-pays de grandes zones, de delta de l'Èbre, etc. La plaine du Pô, hein, tout ça, c'est des zones tellement basses hein, que finalement, si la mer monte, ben, elle va les inonder. Donc là, c'est en Inde, par exemple, à gauche, c'est en Inde, à droite, c'est au Vietnam. Donc, et la mer, une fois qu'elle a envahi les terres, elle laisse du sel, évidemment, et donc ça, il y a des effets irréversibles. Diapo suivante. Alors, elle affecte les infrastructures et les installations industrielles. C'est une photo que j'ai prise à Alexandrie. J'en revenais pas, ils avaient construit une fosse sur mer sur du sable, au ras de la mer Méditerranée. Et la mer Méditerranée, comme toutes les mers, elle monte, hein, évidemment, il y a de moins en moins d'eau qui arrive par le Nil, donc les argiles qui soutiennent un peu ça descendent. Et puis ça c'est au Japon, vous voyez la vulnérabilité des installations au bord de l'eau. Je ne vous fais pas un dessin, vous avez tous entendu parler de Fukushima, hein, la proximité avec la mer. Alors là, c'est pas la montée du niveau de la mer, c'est un tsunami. Enfin quand même, ils connaissent les tsunamis au Japon et ils étaient trop vulnérables. Diapositive suivante. Bon, elle dévalorise le patrimoine exposé. Alors évidemment, à droite, c'est une photo de Venise, hein, vous reconnaissez Venise. Alors Venise, bon, c'est un monument, hein, c'est un symbole. C'est 30 millions de visiteurs par an pour une commune de 40 000 personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 30 millions, c'est le tiers de ce qui visite la France. Voilà, rien que sur Venise. Et 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Hein. On en rêve à Marseille. Enfin, je vous déconseille ça parce que 50 000 visiteurs par jour, c'est un peu beaucoup. Voilà, mais c'est aussi une petite commune. Hein, donc, visiblement, je ne sais pas combien de temps on va garder ce front de mer. Donc les villes qui sont célèbres et connues, Amsterdam, Venise, etc., il est probable qu'on mobilisera pas mal d'argent pour les sauver, mais pas les petits patrimoines. Il y en a beaucoup en bord de mer. Diapo suivant. Elle menace les îles avec des pressions de migration. On a tous en tête ces îles, tous en tête on a vu ces images du Conseil des ministres des îles Tuvalu, hein, ils ont fait ça sous l'eau, hein, en mettant une table dans le lagon avec des palmas tuba. Ça c'est la capitale des Maldives. Hein. Combien de temps est-ce qu'on va pouvoir garder cette capitale? Le point haut est à 2 mètres, donc évidemment, et dans cette zone, il y a des cyclones aussi, d'où des réfugiés. J'ai même mis un petit ours blanc qui n'a pas l'air très bien sur son bloc de glace. Hein. Et puis des archipels, donc évidemment, sur des pilotis là-dessus, c'est pas durable. Diapo suivante. Alors, après cette litanie de catastrophes potentielles, je vais vous remonter un peu le moral quand même. Donc d'abord, vous connaissez le delta du Nil. Donc, problème, très peu d'eau qui arrive dans le Nil. Diapo suivante, je vais détailler très rapidement. Donc, vous avez la flèche rouge, la salinisation des rizières, parce que la Méditerranée monte et il y a moins en moins d'eau qui arrive dans le Nil. Donc, du coup, le sol descend. Donc, les rizières qui bordaient le delta se salinisent. Donc, il y a eu une idée, c'est de récupérer les rizières en faisant de l'aquaculture, d'eau saumâtre. On passe de l'eau douce à l'eau saumâtre. On a ensemencé avec des alins sauvages parce qu'il n'y avait pas d'écloserie, pas l'équivalent de Palavas hein, ou de Balaruc. Donc on les a récupérés dans le milieu sauvage, tout ce qu'on trouvait. On les a mis dans les bassins et puis ça s'élève toute l'année. Il n'y a pas de quoi payer d'aliments, ça fait rien, on les met à faible densité. Le résultat est spectaculaire. On est passé en 1995 de 90 000 tonnes de production aquacole égyptienne à 1,5 million de tonnes. Ça veut dire que pour les 100 millions d'habitants en Égypte, 1 million d'habitants de plus tous les 9 mois, je vous dis au passage, eh bien on est passé de 10 kilos de consommation par habitant et par an à 20, c'est-à-dire la moyenne mondiale. C'est très en dessous de ce que nous sommes les Français, hein. Mais vous voyez la moyenne mondiale. Donc, pour la sécurité alimentaire des Égyptiens, ça a été une formidable atout. Vous voyez, ce n'est pas forcément des catastrophes. On peut s'y adapter et en tirer profit. Diapo suivante. Alors, c'est des opportunités aussi pour la technologie, des espaces de rêve. Donc, face à des contraintes, eh bien, l'homme est très créatif. Il y a de la technologie, il y a des outils, il y a des matériaux. Donc, on voit cette idée de port au large, de port de croisière à l'extérieur, c'est une vision futuriste. Des hôtels sous-marins, ça c'est déjà en cours. Des systèmes de technologie, ça c'est la grande barrière de l'entrée du chenal de Rotterdam pour le protéger des tempêtes de mer du Nord, un ouvrage colossal, impressionnant, donc qui a fonctionné déjà plusieurs fois pour protéger ce pays. Diapo suivante.
Voilà, donc vous avez tous ces constats, beaucoup de choses inquiétantes, des choses aussi qu'on peut gérer à partir du moment où on anticipe, souvenez-vous, Churchill. Que dit la science? Une seule diapo, là je ne vais pas vous saturer, allez-y, voilà, une seule diapo qui résume tout. Alors, 2000, et là-bas, 2300. Vous voyez, on ne peut pas dire que là on voit vraiment très loin. Pourquoi on voit très loin? Parce que ces phénomènes-là ont beaucoup d'inertie. Une fois qu'on lance ces dynamiques, eh ben, on ne peut pas les arrêter. C'est comme un poids lourd, hein, une fois que vous l'avez lancé à 100 km/h, ben, vous ne pouvez pas l'arrêter en quelques mètres. Il va falloir anticiper. Donc, grosso modo, vous avez ces trajectoires qui montent, une trajectoire basse, un peu idéale, la trajectoire bleue. Je ne sais pas pourquoi le bleu c'est toujours plus rassurant. Et puis la trajectoire rose ou rouge vers le haut. Là, on revient à notre siècle, donc on extrapole ici les trajectoires. Bon, ça, c'est des graphes assez connus, dans la mesure où il y a une trajectoire idéale hein, qu'on aimerait suivre, qui est la trajectoire bleue, qui nous mènerait à peu près à environ un demi-mètre à la fin du siècle. C'était en fait dans moins de 80 ans, moins d'une génération, enfin d'une génération, d'une espérance de vie. Et puis la trajectoire rose-rouge, qui nous emmène vers 1 mètre et plus, avec pas mal d'incertitudes encore, sachant que les mots-clés à retenir, ils sont très simples, il y en a 3. 1, c'est un phénomène certain, pas plus à en débattre. Deuxièmement, il est d'origine anthropique. On est sûr que c'est bien des activités humaines qui ont libéré quantité de gaz à effet de serre, et donc l'effet de serre, c'est qu'on augmente la température du globe. Et enfin, en accélération. Peut-être le mot le plus inquiétant, c'est que, on aimerait bien que ça soit une droite, ce n'est pas une droite, c'est une courbe qui continue à s'accélérer. Donc ce qu'on aimerait bien, c'est décélérer, passer si possible à un plateau, puis après descendre. Mais ça va prendre du temps. Donc ça, on en est certain. Alors vous voyez, il y a des grosses marges d'incertitude. C'est pas parce qu'il y a de l'incertitude que c'est faux. Quelquefois on me dit, oh oui, mais vous ne savez pas trop, entre 50 cm et 1,50 m, il faudrait savoir. Tant que vous n'avez pas un chiffre précis, je ne vous croirai pas. C'est pas très malin. Parce que si vous êtes sur un camion et que vous êtes à grande vitesse et qu'au bout il y a une courbe, savoir s'il va vous falloir 50 mètres ou 70 mètres pour vous arrêter, ça n'a aucune espèce d'importance si le mur est à 30 mètres. Vous voyez. Donc il faut garder les ordres de grandeur. Donc gardez en tête cette vision globale, surtout celui-là, il faut apprendre à décélérer. D'accord? Pour garder le contrôle de la machine. Pour l'instant, on n'est pas tellement debout sur le frein, hein. Je dirais qu'on continue à accélérer. Hein. Je rappelle ça au passage, quand même, les émissions de gaz à effet de serre, notamment liées à la guerre en Ukraine, a fait qu'on a besoin de se chauffer. Hein. Je ne vais pas critiquer ce fait-là, mais il faut apprendre à anticiper. Diapo suivant. Troisièmement, une approche de prospective. Allez-y. Voilà, alors j'ai résumé. Parce que souvent les gens me disent, mais c'est quoi la prospective? Vous faites de la prospection? Non, je ne prospecte rien, sauf l'avenir. Donc d'abord, c'est une analyse sur une question précise. Je vais bien répondre à la question, mais c'est quoi votre question? Qui est un système dynamique à au moins 10 ans. Avant 10 ans, c'est de la stratégie, hein, c'est du plan quinquennaux, 2 plans quinquennaux, on sait faire. Mais au-delà, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est au moins 10 ans. Dans un espace donné, il faut que vous limitiez l'espace. Ça peut être Marseillan, l'Occitanie, la France, l'Europe, le monde. Il faut choisir. Avec des variables et des acteurs. Un système bouge avec un certain nombre de variables qu'on appelle motrices. Détermine l'évolution du système. Admettons des ruptures, c'est très important. Les ruptures, c'est des choses qu'on n'a pas prévues, mais qui s'imposent à nous. Sur les 5 dernières années, on a eu pas mal de ruptures, vous en avez en tête, hein, la guerre en Ukraine, la pandémie. Si je vous avais dit il y a 5 ans, vous savez, il y a une petite bestiole de 30 gènes qui va arrêter l'économie mondiale, vous aurez dit, il est vraiment fou ce gars-là. Or, les prospectivistes avaient intégré depuis très longtemps le fait que les pandémies, ça fait partie des risques liés au fait qu'on a intensifié les élevages, que l'érosion de la biodiversité nous a mis en contact avec des virus dans la nature, etc. etc. Lisez le livre La fabrique des pandémies de Marie-Monique Robin, qui est très bien fait. Et visant à éclairer la réflexion et l'action. C'est pas spéculatif. Voilà, j'ai fait un beau bouquin, et puis bon, lisez-le quand vous aurez le temps. Non, c'est si vous avez un problème, une question précise, dans un endroit précis, avec des contraintes qui pèsent sur vous, et en admettant des ruptures que vous craignez ou que vous anticipez, alors qu'est-ce qu'on va décider?
eh bien la prospective va aider à construire des scénarios du possible, des scénarios souhaitables, des scénarios non désirables, de manière à prendre des décisions en toute connaissance de cause. Quand vous allez chez le médecin, la première chose que vous dites, même si vous avez peur que vous annoncez des mauvaises choses, vous allez dire, écoutez, dites-moi la vérité, docteur, parce que si vous ne dites pas la vérité, il ne peut pas vous soigner. Premier devoir du scientifique, la lucidité. Donc voilà, la prospective, c'est une leçon de lucidité. Diapo suivante. Voilà, pour ce qui concerne la montée du niveau de la mer, j'ai apporté des livres sur la synthèse de l'étude qu'on nous a demandé, le ministère de la Recherche, en 2017. Donc on était une vingtaine d'experts, 15 instituts. On a travaillé sur 23 variables, mais j'ai parlé des variables motrices qui composent le système, un système assez complexe, dont dedans l'agriculture, l'urbanisme, etc. 3 pays étudiés, on nous a demandé un pays à l'extérieur de l'Europe, un pays européen et une région française. Moi je voulais que ce soit l'Occitanie, mais ils ont choisi la Nouvelle-Aquitaine, c'est très bien aussi. On a utilisé la méthode des scénarios et on a produit, comme d'habitude, une synthèse, un diaporama, un exposé. Voilà. Diapo suivante. Alors, d'abord, la première chose qu'on fait, on construit un système. Donc, vous voyez ici le fond de l'océan symbolisé, là le lido, les lagunes, la montagne. Et donc, on regarde le cycle de l'eau, qui est le moteur qui fait fonctionner tout ça, en incluant la cryosphère, la partie glacée. Ici, on est plutôt dans des latitudes tempérées. Et donc, on voit en bleu ce qui concerne l'eau et en rouge les grands éléments qui vont changer. Notamment ici, le phénomène de salinisation, il y a la montée du niveau de la mer, au déficit d'eau douce. Vous savez ça, l'augmentation du stress hydrique. En même temps, vous avez la pollution dans votre sang. Vous avez ici tous les caractères liés aux villes, l'industrie, l'agriculture, l'infrastructure, etc. La liste est très longue. Des inondations, des sécheresses et des méga-feux. On commence à connaître ça ici. D'accord ? Et puis, du côté de la mer, le tourisme côtier, les énergies marines renouvelables, la pêche, l'aquaculture, etc. Ça, vous connaissez ça aussi très bien. Marseillais est un très bon laboratoire pour ça. Et puis, les hausses de température, les vagues de chaleur qui arrivent par en dessus, la mer qui monte, c'est-à-dire on est quand même dans le cœur du réacteur, des activités offshore, la biodiversité vitale des écosystèmes marins profonds, les modifications de l'écosystème, l'arrivée de nouvelles formes de plancton, les conséquences sur, par exemple, l'abondance des anchois, etc. Donc, vous voyez, on a une idée du système et des grandes variables qui vont faire bouger. Diapo suivante. Alors, je ne vais pas détailler, il y a 99 cases. Donc, on retrouve à gauche, alors maintenant je vous ai retrouvé un petit peu, les grandes composantes, je vous en ai parlé tout à l'heure, la population, l'agriculture, les infrastructures, etc. Ça, c'est les grandes familles. Et le contexte global, le contexte international. Ensuite, les variables, on a les 23. Ensuite, les hypothèses qui sont faites pour chaque variable, on a 5 jusqu'à 5, au minimum 3, maximum 5. Et après, on regarde comment on slalome à l'intérieur de manière à créer des scénarios clairs, concis, crédibles, contrastés, de manière à pouvoir construire des histoires et s'appuyer sur des récits. Diapo suivante. Alors, je vous fais grâce à la technique, mais ça prend du temps. Ça c'est un travail de presque 2 ans à 20 experts. Donc, c'est pas documenté avec des milliers de pages, d'articles, etc. Donc, c'est du lourd derrière. C'est pas, on ne dit pas ça, moi je pense que. Donc, on a derrière quelque chose de très solide. On arrive à 3 familles de scénarios, après de longs débats, et on s'est mis d'accord sur 3 familles. Soit vous mettez la priorité à l'adaptation du littoral, priorité absolue. Parce que vous ne pouvez pas tellement toucher à l'évolution du climat, ça c'est un phénomène mondial. Deuxièmement, vous dites non, c'est pas vrai, ou en fait c'est excessif, ou c'est pour plus tard, vous êtes un peu dans le déni. Ça arrive. Et puis enfin, vous êtes dans un monde fragmenté dans lequel c'est un peu un mélange des 2 attitudes. Bien. Donc, les scénarios vont être présentés selon les critères d'efforts d'adaptation littorale, puisque c'est ce qui intéresse les gens, et les efforts d'atténuation du changement climatique, ça c'est à l'échelle mondiale. D'accord? Quand on parlait des travaux du GIEC, les décisions, la COP de Paris, etc. Ça fait bouger le système mondial lentement, parce que c'est une énorme machine qui est complètement plan énergétique droguée au pétrole et au gaz, c'est quelque chose. Donc à 80% notre énergie dépend des énergies fossiles. C'est pas raisonnable, on le sait, mais bon, il n'empêche qu'il faut bien y aller. Donc, le schéma suivant va vous montrer ces différentes familles.
Alors, une toute petite explication, pour que vous les retrouviez. Donc l'axe horizontal dit des X est celui de l'effort d'adaptation littorale, l'axe vertical est celui de l'atténuation du climat, et nous, le point de départ à T0, maintenant, il est là. Chaque trajectoire va vers un avenir à 2100, d'accord? Et cet avenir est décrit en quelques mots avec une couleur. Cette couleur représente l'état physique à 2100. Vous me suivez? Alors, pour que ce soit un code couleur simple, ça va du vert au rouge extrême, comme un feu de signalisation. Et donc, on va de ici un scénario, une situation de type danger modéré, une situation de type sérieuse, face du vert pomme au vert sapin, ensuite une situation grave, orange, et en rouge, une situation extrême. Elles sont liées au milieu radiatif, je vous ai parlé de ça. Donc, je prends une trajectoire, par exemple celle-ci. On ne s'occupe pas de changement d'atténuation, c'est le cas. On s'occupe surtout d'atténuation. Très bien. Puis en 2060, on se dit, voilà, il faudrait quand même corriger la trajectoire assez vite, parce que sinon ça va être une catastrophe. Donc, on fait des efforts d'atténuation et on rectifie la trajectoire pour se retrouver finalement en adaptation prioritaire à l'atténuation tardive, donc un scénario quand même orange, en situation grave. Pourquoi? Parce qu'on agit très tard. Si on réagit plus tôt, 2040, on sauve une situation sérieuse, mais pas grave. Si on réagit en 2030, ça serait bien, mais 2030 c'est presque demain, on se retrouve aussi en situation sérieuse, et puis alors, rêvons un peu, si on faisait tout de suite des efforts sérieux d'atténuation du changement climatique, on irait vers un scénario de maîtrise climatique, qui est évidemment un idéal, et pas du tout la réalité. Premier groupe de familles, vous voyez, on voit bien ce faisceau possible d'évolution. Deuxième groupe, là on prend l'inverse, on est dans le déni. C'est à peine soutenable. Vous imaginez évidemment que si on dénie de manière persistante pendant 80 ans la réalité du phénomène, la facilité nous emmène tout droit dans le mur, ça, tout le monde sans doute. C'est peu vraisemblable, mais enfin, quand on fait des scénarios, il faut des scénarios extrêmes pour montrer les bornes extrêmes. Oui, la première, c'était on maîtrise correctement l'atténuation massive, rapide du changement climatique. La deuxième, c'est on fait l'inverse. Donc évidemment, ça nous emmène dans le mur. Alors on peut imaginer qu'on corrige la trajectoire, mais relativement tard, en 2080. Bon, là, évidemment, on échappera à la catastrophe, il faut abandonner le littoral. Et puis on peut corriger le tir beaucoup plus fermement en 2050, et à ce moment-là, on sort du scénario extrême, et on va dans un scénario grave. D'accord? Donc on se rend compte que le déni, c'est pas fait volte-face quand même. Alors c'est pas de la fiction, parce que certains pays qui étaient complètement dans le déni sont en train de changer. Je donne un exemple, le Vietnam. Je donnerai des détails tout à l'heure. Mais ça, c'est pas de la fiction. Autant ça, moi j'y crois pas, on l'a fait, mais c'est pour mémoire. Autant ça peut arriver, je le crains beaucoup, mais il y a peu de chance. On risque plutôt de s'approcher de ça. Quoique, il y a trop de pays qui ne sont pas dans le déni. Diapo suivante. Elle vous montre la dernière famille, une seule trajectoire. Alors elle a l'air droite comme ça, on aurait dû faire en fait une trajectoire un peu ondulée. C'est la fragmentation. C'est-à-dire qu'une partie des pays font des efforts, et puis une autre partie n'en font pas du tout. La résultante, c'est que c'est une politique incertaine, en à-coup, et donc le résultat final est médiocre. Et donc ça nous emmène, dans tous les cas, vers un scénario de type extrême. On ne peut pas l'éviter parce qu'il faut un effort concerté, global, continu, à l'échelle de la planète pour obtenir des résultats significatifs. Diapo suivante. Le résultat final, évidemment, je ne vais pas commencer par ça, sinon vous aurez tous perdu. Mais maintenant, il est lumineux, ce graphe. Tout y est. Vous avez en code couleur bleue les familles de l'adaptation, en code couleur violet le déni, en code rouge le monde fragmenté. Alors, ce qui est intéressant, maintenant que vous avez une vision panoptique globale des scénarios possibles, vous supprimez les deux scénarios invraisemblables. Je les ai fait pour la beauté de la méthode. Donc, la passivité et le A1 de la maîtrise climatique. Regardez le reste. Tous les autres scénarios sont plausibles. Le problème, c'est que j'en ai que deux verts, les autres sont ou orange ou rouge. Ça veut dire que les 2/3 des scénarios plausibles, pour l'instant, sont des scénarios plutôt inquiétants, voire alarmants. Oui, je pèse mes mots. Alors la question que vous avez tous en tête, évidemment, on est où, nous? Bon, alors là, je ne vais pas répondre à la question, je vous laisse réfléchir, ça vaut le coup de savoir où on est. De toute manière, on est sur des trajectoires à forte inertie. C'est assez difficile
à appréhender, parce que les phénomènes qui dépassent la décennie, les gens ont du mal à les maîtriser, je ne parle même pas de l'échelle politique, hein. C'est normal, puisque les choses évoluent, mais bon, à l'échelle de plusieurs décennies, c'est compliqué. Et pourtant, ça va impacter fortement le monde et les sociétés. Donc, avoir une idée des choix stratégiques qui engagent, alors, l'humanité au sens large, l'humanité c'est un peu abstrait, 8 milliards de personnes, j'ai du mal à parler à 8 milliards de personnes, donc il faut essayer de tomber sur quelque chose de plus concret, et avoir des idées des trajectoires possibles, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Diapo suivante. Alors, on va prendre 3 petits cas concrets, parce que ça c'est de la théorie, enfin de la théorie, c'est des histoires quand même, et derrière il y a des récits quand même, hein, qui sont développés dans les documents que je mettrai à votre disposition. Alors, on va partir du Vietnam. Vietnam, c'est intéressant. Première diapo, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont allés. Bon, c'est une longue côte, 3000 km de côte, dans le sud-est asiatique, au sud de la Chine. Et donc, vous avez la montagne et 2 grandes plaines correspondant à 2 grands fleuves delta. Le fleuve Rouge au nord, qui arrive sur Hanoï, la capitale, le Mékong au sud, le 6e plus grand fleuve du monde, hein, qui a créé le grand delta du Vietnam. Alors c'est un pays très minéral parce que ces grands deltas, ils ont un gros problème. C'est que c'est pas tellement la montée du niveau de la mer, c'est le fait qu'il y a de moins en moins d'eau qui arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de barrages. Les sources du Mékong, c'est l'Himalaya. Et les sources du Mékong sont chinoises. Les Chinois construisent des barrages pour leurs propres besoins. Ils ne font pas partie de l'autorité internationale qui essaye de coordonner les répartitions de l'eau douce le long du fleuve Mékong. Résultat, il y a de moins en moins d'eau qui arrive. Il y a 19 barrages sur le Mékong, et donc le débit a beaucoup régressé. Or, tout delta, c'est une espèce de millefeuille, hein, d'éponge, d'argile, particules fines, qui ont beaucoup d'eau à l'intérieur. Vous imaginez, quand vous avez une éponge pleine d'eau, elle a sa taille normale. Si vous la laissez pendant les vacances, hein, et que vous revenez à la fin, elle a fait la moitié de l'épaisseur. Pourquoi il n'y a plus d'eau? Même chose dans les deltas. Ce sont des éponges qui s'assèchent petit à petit. Résultat, le delta du Mékong descend 4 fois plus vite que la mer ne monte. Résultat, au lieu d'avoir une montée moyenne apparente réelle de à peu près 3,3 mm par an, eh bien, il subit une montée apparente relative d'1,5 cm, c'est-à-dire l'épaisseur de mon petit doigt, par an. Donc vous imaginez, sur un siècle, si c'était statique, enfin, si c'était linéaire, vous savez déjà que ça ne l'est pas, ça ferait déjà 1,50 m. Donc ça sera forcément plus 1,50 m au Vietnam. Donc c'est un pays qui va avoir des problèmes aigus vers 2050. On envisage déjà d'évacuer 17 millions de personnes, population du Vietnam 100 millions à peu près. Donc c'est énorme pour un pays comme ça, enfin un pays très riche. Et donc c'est un pays qui est en avance de phase sur beaucoup d'autres pays qui n'ont pas des problèmes aussi aigus, mais qui vont les connaître. Tous les grands deltas, grosso modo, le Mississippi, l'Amazone, le Nil, bien sûr, le Brahmapoutre, l'Indus, etc. Donc vous voyez, ça c'est un pays phare qui est en avance. Alors il y a 5 ans, c'est un pays qui était totalement dans le déni. D'ailleurs, on m'a dit, n'y allez pas trop fort parce que sinon on va avoir des protestations de l'ambassade du Vietnam à Paris parce que vous allez leur montrer que c'est des bad boys, quoi, c'est un mauvais exemple. Donc on y est allé un peu soft. Il n'empêche que sur le fond, ils sont en train de changer parce qu'ils savent qu'ils devront évacuer des villes. La ville de Canto, par exemple, oui, il doit y avoir une diapo après, c'est lié, voilà. La ville de Canto qui est ici, donc là vous reconnaissez peut-être la pointe du Vietnam, le Cap Saint-Jacques ici, Vung Tau aujourd'hui, hein, et puis Ho Chi Minh Ville est juste au-dessus, les 5 bras du Nil qui arrivent, du Mékong qui arrivent, et puis la ville de Canto ici, et ça, dans les couleurs, c'est la salinité moyenne des nappes phréatiques. L'eau de mer est à 36 pour 1000, ça c'est à 24 pour 1000 encore. Et ainsi de suite. Pour retrouver l'eau douce, il faut remonter plusieurs dizaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Vous vous rendez compte? Donc c'est une catastrophe pour le riz. Alors évidemment, ils ont fait comme les Égyptiens, ils ont transformé les rizières en bassins d'aquaculture, et donc ils ont développé massivement l'aquaculture. Il n'empêche que la baguette de pain là-bas, c'est du riz. Donc ils vont commencer à importer du riz. C'est comme si la France importait des céréales pour faire des baguettes. Vous imaginez? Donc c'est vraiment un choc. Et Vung Tau, une ville d'1 million d'habitants, il va falloir l'évacuer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de protestations, les enfants allaient dans les écoles et ils passaient
au début, un mois par an avec de l'eau dans les chevilles. Vous imaginez à l'école avec de l'eau dans les chevilles. Alors je sais qu'il fait chaud là-bas, mais quand même. Donc on a mis des barreaux pour qu'ils puissent remonter les pieds, pour les avoir tout le temps dans la flotte. La flotte, elle n'est pas de qualité terrible, hein. Donc il risque des parasitoses, etc. Donc au bout d'un moment, on a dit on arrête, on ne peut pas continuer comme ça, on ne va pas rehausser chaque année de quelques centimètres les écoles, il faut évacuer la ville. L'école, c'est fondamental, c'est un symbole. Donc vous imaginez, évacuer 1 million d'habitants. Voilà. Marseille, il faut évacuer. Quand il faut évacuer des petits villages, ça va, les grosses villes, c'est une catastrophe. Donc voilà, c'est intéressant, le cas du Vietnam. Diapo suivante. Autre cas, plus proche de nous, un pays européen, les Pays-Bas, les bien nommés. Hein. Donc voilà, ils sont définis par le fait que c'est un pays au ras de la mer, au ras de la mer du Nord. Point bas du pays, moins 7 mètres, vous vous rendez compte, donc voilà, à hauteur du balcon, ça c'est le point bas des Pays-Bas. Et puis ils ont connu cette grande catastrophe de 1953, 2500 morts, 2000 km² de submergés, donc c'est un quart de la Corse, vous imaginez. Donc ils ont décidé un plan de gestion sur 50 ans, et qui s'appelle le plan Delta, de manière à gérer, on voit ici la simulation de l'arrivée des fleuves, c'est quelque chose de considérable. Hein. Arrivent aux Pays-Bas 3 fleuves, un gros et 2 moyens, le Rhin, la Meuse et l'Escaut. En fin d'hiver, quand vous avez toutes les pluies qui arrivent massivement en ondes, vous avez 24 000 mètres cubes à la seconde. Alors c'est tellement énorme que c'est abstrait. Le Rhône en crue, c'est 6 000 mètres cubes. Donc vous avez 4 fois le Rhône en crue qui arrive dans la Camargue. Imaginez ça. Donc il vaut mieux partir. Donc c'est ce qu'il faut gérer. Alors c'est des génies de l'ingénierie hydraulique, hein, les Hollandais, c'est des rôles d'ailleurs, quand on représente la Hollande, qu'est-ce qu'on voit? Un moulin, pas tellement pour faire du grain, mais surtout pour pomper. Diapo suivant. Donc ils ont développé, et voilà le chiffre que je vous donnais là, en haut, ils ont mis au point le plan Delta, ils investissent 7 milliards par an. Si on fait par rapport à la population française, c'est comme si nous on avait un budget de 42 milliards par an alloué rien qu'à la gestion de l'eau. Des chiffres pharaoniques. Et en plus, accélération du phénomène, n'oubliez jamais que tout ça s'accélère, ce n'est pas linéaire. Donc ils ont besoin de réagir de plus en plus rapidement parce que ce n'est plus, on ne peut pas projeter simplement tous les 10 ans ce qui se passait il y a 10 ans. Il faut prévoir quelque chose de pire. Et on approche aux limites du système. Ils savent qu'en 2075, les plans Delta ne fonctionnent plus. Voilà. On ne peut pas pomper éternellement, on ne peut pas vivre éternellement sous le niveau de la mer. Donc ils ont construit cette barrière là, et ça c'est des quartiers avec de l'habitat flottant dans le quartier de Rotterdam. Diapo suivant. Dernier exemple, la région Aquitaine, eux ils ont aussi un peu les mêmes problèmes que l'Occitanie, d'accord, avec une côte sablonneuse, basse, ils sont plus exposés qu'ici. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Atlantique en face, hein. Et l'Atlantique, ben, ça souffle tout le temps, beaucoup de vagues. Et donc sur tout le littoral, ils ont fait une grande étude sur Acclimatera, et donc ils ont essayé de regarder, faire des scénarios, etc. Alors je vous la fais court, ils ont abouti à 3 scénarios possibles. On s'en occupe pas, et on aura un abandon subi, et non pas IT, pas subi, du littoral. Soit on dépolvérise, parce qu'ils ont gagné des terres sur la mer, évidemment, notamment à Arcachon, là où il y a une pression touristique importante, hein, c'est logique. Et donc on dit on fait machine arrière, ou alors on protège seulement les villes intéressantes, là où il y a du monde, et beaucoup de gens qui ont de l'argent, qui veulent conserver leur habitat, leur village, des centres-villes historiques, etc. Je pense à Arcachon, d'accord? Donc ces 3 scénarios sont en débat. La région Aquitaine est très en pointe, alors dans certains endroits elle fait des protections, dans d'autres elle a décidé de l'abandon, et petit à petit on prépare une stratégie à l'échelle d'une région entière. Sachant qu'aujourd'hui la Nouvelle-Aquitaine, ça englobe la Charente-Maritime, qui va être de plus en plus maritime et de moins en moins Charente d'ailleurs, hein, parce que vu le niveau de la mer va monter. Est-ce que ça vaut la peine de faire des digues à certains endroits? Ça ne se justifie pas, donc il faut accepter que la mer rentre à l'intérieur des terres. Diapo suivant. Alors, on va faire une petite synthèse intéressante. Vous reconnaissez à gauche les scénarios que je vous ai présentés tout à l'heure, vous êtes familier maintenant, maîtrise climatique, hein, scénario assez théorique, ville résiliente, sobriété, anticipation, adaptation prioritaire, fragmentation, du déni à la réaction, abandon progressif et pacifique. Très bien. Et ça, c'est le positionnement de l'Aquitaine, les scénarios d'Aquitaine, les scénarios des Pays-Bas, les scénarios du Vietnam.
Alors, ce qui est très intéressant à voir, parce que là, on a une vue transversale, c'est qu'il y a 3 familles qui n'ont absolument pas été concernées. Pas identifiées. La première, maîtrise climatique. Mais vous non plus, vous ne l'auriez pas gardée tellement elle est utopique. D'accord. Ensuite, il y a sobriété, anticipation. Donc, ça veut dire que ça coûte un peu cher, la sobriété, et anticiper aussi, ça oblige à des décisions déchirantes. Donc, on n'y va pas. Aucune de ces 3 structures, les grandes entités pour l'instant, n'a retenu ça. Et la fragmentation, c'est pas pour nous, c'est pour le reste du monde. Admettons. Donc il y a déjà 3 scénarios, 3 scénarios sur les 8 qui ne sont pas retenus du tout. Par contre, vous avez vu l'adaptation prioritaire, alors ça intéresse tout le monde. Le plan Aquitania, le plan Delta pour les Pays-Bas, et là, le consensus et la proaction, c'est ce qui est maintenant affiché au niveau de certaines provinces au Vietnam. Vous avez également des villes résilientes, on protège les villes là où il y a de la richesse et de l'influence politique, des métropolisations, l'aménagement du littoral, pour Aquitania et aux Pays-Bas. Et puis dans les scénarios les pires, vous avez, oui, on ne peut pas écarter le fait que ça ne se passe pas très bien, ou voire de manière catastrophique. Et on va même jusqu'aux catastrophes absolues si on reste dans le délai. Ça, c'est peu possible, mais c'est quand même acté dans le scénario pour le Vietnam. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que ce graphe permet de résumer finalement les grandes attitudes qu'on retrouve. Si vous parlez d'adaptation prioritaire, tout le monde est d'accord. Par contre, sur les autres scénarios qui exigent plus d'efforts, mais qui sont peut-être plus durables et moins coûteux, parce que la prospective aide à réduire les crises et les coûts. Les coûts, ça m'intéresse. Diapo suivante. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a 4 stratégies, il n'y en a pas 5. La première, c'est protéger, faire du béton, des pompes, c'est la méthode hollandaise, ça marche. La deuxième, c'est une protection douce, basée sur la nature. On renforce toutes les protections naturelles qui peuvent exister. L'exemple simple, c'est replanter des dunes, faire des ganivelles, etc. Planter des mangroves en zone tropicale, c'est très efficace. La troisième, c'est adapter l'habitat, les infrastructures, etc. Mettre des pilotis, des habitats flottants, etc. Et puis la dernière, c'est si vraiment ça ne vaut pas le coup parce que de toute manière on est trop bas, eh bien on prépare un retrait, plus ou moins stratégique, plus ou moins préparé, ça dépend de la capacité d'anticipation. Diapo suivante. Donc on va faire un petit focus chez nous. Qu'est-ce qu'on observe? Allez-y, voilà. Donc d'abord il ne faut pas oublier que j'ai parlé des mythes du déluge au départ, c'est pas étonnant. Voilà où était le littoral il y a 18 000 ans. Bon, et puis après, les glaciers ont fondu, dernière glaciation, Buron, et donc on était à moins 120 mètres, on est remonté jusque-là, ici, cette ligne-là. Donc vous voyez, Narbonne, Port-de-Mer, Béziers aussi, etc. Et puis les apports sédimentaires des fleuves ont rechargé la côte et on a le littoral qu'on a aujourd'hui, d'accord, qui est ici. Donc vous voyez, on a regagné, grâce au fait que pendant les 7000 dernières années de ce cycle glaciaire, eh bien, là, le niveau de la mer était stable, donc les fleuves ont apporté des quantités colossales de matériaux, et donc petit à petit, la mer a regagné du terrain. La terre a regagné du terrain. Diapo suivante. En revanche, maintenant, elle en repère, pour les 2 raisons que vous connaissez bien maintenant. 2 raisons. La première, c'est que la mer monte, vous savez, elle gonfle, etc. Et la deuxième, c'est qu'il y a de moins en moins d'eau douce. Donc les apports du Rhône, par exemple, le Rhône maintenant est bridé partout, il faut bien refroidir les centrales nucléaires, on en a besoin aussi. Donc comme il y a de moins en moins de sédiments qui arrivent, on ne peut pas recharger. Donc ce double phénomène, ce phénomène de ciseaux, eh bien, fait que, forcément, la mer monte. Et donc voilà une simulation qui est faite à plus 1 mètre. Donc vous voyez, le littoral quand même change sérieusement de profil. Il faut refaire les cartes de France. On perd une grande partie de la Camargue, vous voyez, ça remonte pratiquement jusqu'à Saint-Gilles, et bientôt ça va atteindre Arles. Bon, Montpellier devient aussi très exposé, Fontignan disparaît en grande partie, le Lido disparaît, Agde donc reste un piton ici, et ainsi de suite, Béziers maintenant touche à la mer, etc. etc. Narbonne, on retrouve finalement la situation qu'on avait il y a 7000 ans, avant la recharge, donc c'est pas quelque chose de spectaculaire pour la nature, pas du tout. Mais bon, ça c'est quand même un scénario qu'il faut regarder, et 1 mètre, c'est pas la pire des projections qu'on a à la fin du siècle, je rappelle. Il peut y avoir des instabilités, comme on appelle ça publiquement, des instabilités sur la glace en Antarctique,
qui fait qu'on ça monterait plus vite que prévu. Bon, je ne veux pas vous noircir encore le tableau, mais il faut garder ça en tête. Diapo suivante. Donc dans ces cas-là, faisons une petite simulation, on va se faire le film jusqu'au bout. Hein. Voilà, vous reconnaissez Maglone, au fond Montpellier, donc les étangs qu'il y a devant, voilà la situation en 2015, ça n'a pas changé beaucoup, on est sur un petit piton là. Voilà, en 2150, on s'est donné un peu de marge, ça devient une île avec quasiment une île avec un repli considérable de la zone sableuse, il ne disparaît pas totalement, hein. Mais vous perdez une quantité énorme de surface, et donc aussi des effets d'amortissement des tempêtes, des événements météorologiques extrêmes dont je vous ai parlé au tout début, qui vont augmenter en puissance et en fréquence. On n'y peut rien, il y a plus d'énergie thermique à libérer. Diapo suivante. Alors, c'est un schéma un peu compliqué, mais vous savez l'essentiel. D'abord, vous avez une approche internationale globale. Ça, c'est les enjeux d'atténuation. Ça se discute à New York, dans toutes les grandes conférences, les COP, etc. On dit que ça ne sert à rien, je ne suis pas d'accord. Ça permet de faire bouger le monde, c'est compliqué, 195 pays, il faut quand même pas demander la Lune. Donc ça bouge, mais doucement. C'est nécessaire. Vous avez les lois au niveau national, et de plus en plus il y a des prises de conscience qui fonctionnent, des plans qui sont nationaux, des financements nationaux aussi. Petit à petit, ça se met en place. Les sommes sont peut-être insuffisantes, mais au moins, il y a des lignes. Et puis, sur place, il faut gérer les vulnérabilités spécifiques. Donc, l'aménagement du territoire, des plans d'occupation des sols, des solutions locales. Évidemment, il faut traduire ces grands phénomènes en réalité de terrain. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous êtes là. Ça vous intéresse, et c'est très bien, parce que ça vous concerne. Mais vous êtes dans une évolution globale qui est considérable, et la connaître, ce n'est pas quelque chose de luxueux, c'est au contraire quelque chose de précieux. Diapo suivante. Alors évidemment, tout ça, c'est dans un ensemble assez complexe de lois, d'influences, d'assemblées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que vous êtes plus compétent que moi pour gérer tous ces sigles, ces acronymes. Hein, on adore les acronymes en France. Hein. Et donc, il faut essayer de gérer ça à l'échelle à la fois des échelles temporelles qui sont souvent peu conciliables. L'urgence d'une entreprise, c'est de boucler le budget, c'est de rester rentable aussi de la fin de l'année, hein, et quelquefois dans des chances encore plus courtes, avec des contraintes fortes. Vous avez des échelles géographiques aussi très différentes. La grande difficulté, c'est quoi? C'est que, alors ça je raisonne en tant que, comme mes collègues, en tant que scientifique, c'est-à-dire que vous avez la contrainte d'un bassin hydrosédimentaire qui est donné par la nature. Mais quand on a découpé les communes, les départements, etc., on ne s'est pas tellement occupé de ça. À l'époque, on faisait ça. Donc, ça ne correspond pas toujours, c'est rarement le cas d'ailleurs. On essaie de corriger ça par des communautés de communes, mais ça ne va pas toujours. Donc, les maires, qui sont un peu le point focal des décisions, ils sont sous forte pression, c'est normal. Hein. Voilà. Et donc, le problème aussi, c'est que le long terme n'est pas souvent pris en compte, alors qu'en réalité, ça devrait être notre boussole. La boussole d'aménagement, c'est quelles seront les contraintes sur le territoire que nous avons à gérer collectivement, le maire, pas tout seul, son conseil municipal, les citoyens de bonne volonté, les associations, les réseaux. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs, et c'est une bonne chose, et c'est quand même passablement complexe, puisque vous voyez qu'on n'est pas à des échelles spatiales et temporelles pertinentes par rapport au phénomène en jeu. Vous voyez, la distorsion vient de là. Souvent, j'entends les gens qui se disputent, ou en tout cas ont des différends sérieux. Le problème est mal posé, parce que vous voyez, il ne se pose pas de la manière pertinente. Il faudrait regarder avec un peu de recul comment ça se passe. Et à ce moment-là, les gens se rendent compte, finalement, ils sont pris dans des forces qu'ils ont du mal à agir. Diapo suivante. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les choses vont bouger, parce qu'il faut sortir de la logique assurantielle. Pourquoi? Ce qui était avant considéré comme un aléa c'est quelque chose d'aléatoire, on ne peut pas prévoir, c'est un risque. À ce moment-là, tous les systèmes d'assurance fonctionnent. Mais si ce risque est systémique, eh bien, c'est assurable. Et c'est pour la raison pour laquelle il y a eu un grand débat. Au moment de ce fameux immeuble, l'immeuble de Signal, quel nom, sur la commune de Soulac-sur-Mer, dans Gironde, eh bien, dans les années 70, vous voyez, vous avez pratiquement 1 kilomètre par rapport à la mer, sauf que c'était très très plat. Et maintenant, donc, la mer attaque la fondation de cet immeuble. 230 foyers à relocaliser, et tout le monde se retrouve la patate chaude, évidemment, en
disant c'est pour moi, et les assurances en premier lieu, en disant ben, attendez, c'est un risque systémique, c'est pas un risque d'aléatoire, c'est pas une tempête qui a mis cet immeuble dans cette situation, c'est la montée de la mer, les tempêtes fréquentes, tout ce qui est écrit dans les rapports depuis 20 ans. Donc, c'est pas nous. Alors, on ressort, c'est qui? À la fin, finalement, tout le monde a mis la main à la poche pour calmer le problème. Sauf que l'immeuble du Signal, c'est pas le seul en France. Donc, vous avez là déjà un changement de paradigme, pour faire bien, c'est-à-dire de système. Deuxième diapo suivante. Donc, on a maintenant une loi, climat et résilience, qui essaye de mettre de l'ordre là-dedans, sachant qu'on va avoir un retrait du trait de côte, ça c'est sûr. Et que la montée du niveau de la mer est une certitude. C'est parti de ça, maintenant vous l'avez bien entendu. La planification de l'urbanisation doit intégrer ce recul. Ça, c'est bon sens. Hein. Les échelles nationales et locales sont mieux articulées. Il y a des progrès à faire, mais enfin, déjà, c'est pris en compte. Et de nouveaux outils juridiques et financiers sont proposés aux décideurs locaux. Il y en a, il faut s'en servir. Je trouve ça un outil pas complet. Hein. Il y a d'ailleurs une étude prospective qui maintenant existe. Ça c'est précieux, parce que les scénarios, c'est précieux. Donc, la restructuration territoriale devient possible, en tout cas plus facilement accessible, avec une vision de long terme. Diapo suivante. Alors, c'est une évolution qui est lancée depuis une dizaine d'années. Avant, c'était considéré comme quelque chose de tout à fait utopique. Hein. Clarifier les responsabilités entre local et national, ça c'est toujours utile. Les modes de financement, aujourd'hui, on peut dire qu'on n'est pas à l'échelle hollandaise, hein. On n'est pas aussi à la même exposition. Traiter aussi les cas d'infrastructures critiques et complexes industriels. Alors nous, ça ne nous concerne pas tellement ici, quoique, hein, bon, les vignes qui vont, et puis certaines infrastructures d'aquaculture ou de pêche, là. Mais dans des grandes zones industrielles, c'est vraiment très compliqué. Demandez ça au maire de Fos-sur-Mer, donc il y a des milliards d'investissements, hein, ce qu'on appelle les actifs échoués. S'il faut les évacuer, ça va coûter extrêmement cher. Qui va payer? D'où les questions d'équité, de vision stratégique de long terme, avec un risque de fragmentation des territoires. Chacun défend son petit coin de côte, c'est probablement pas la meilleure stratégie. Et la nécessité d'une stratégie globale d'État, on est en cours de mise en place. Ça va demander beaucoup d'énergie, beaucoup de lucidité et beaucoup de temps. Diapo suivant. C'est la dernière diapo, normalement, si vous ne demandez pas les annexes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? S'adapter ou subir? Évidemment, on préfère s'adapter. Hein. Alors d'abord, il faut continuer l'effort de recherche pour comprendre de mieux en mieux les phénomènes et les quantifier, hein, être capable d'être plus précis. Notamment dans la modélisation. Je crois beaucoup à la modélisation, on a aujourd'hui des puissances de calcul colossales, et donc on a des instruments de mesure, des satellites, des mesures sur place, etc. Donc il faut s'en servir. Ça aide à éclairer la décision de manière de plus en plus précise. Renforcer l'effort de médiation et de pédagogie, ben, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein, c'est très important, en mobilisant des jeunes, des étudiants qui sont là présents, et puis toutes les personnes de bonne volonté, et les rendre acteurs. Pas seulement je m'informe, je deviens actif, je prends des responsabilités. Et promouvoir l'expérimentation et la concertation comme modalité pour préparer l'adaptation. Bien sûr qu'il faut les préparer cette adaptation. Ce n'est pas une option stratégique, c'est une nécessité. Plus je le fais tôt, ben, plus je serai efficace. Plus nous serons efficaces, tous les ans. En effet, il faut admettre, alors il faut l'avoir dans un coin de la tête, les piliers de nos sociétés vont devoir être révisés, pas abandonnés, mais révisés. Le rapport à la propriété privée. Quand un territoire disparaît, hein, eh bien, on fait quoi des biens qui sont dessus? C'est des biens privés notamment. Bon, eh bien, qui doit me relocaliser? Moi, j'ai une maison à Palavas, hein. Bon, ben, mon assureur ne veut plus m'assurer, je m'installe où? Monsieur le maire, vous pouvez m'aider à trouver, je fais quoi? Parce que si je veux la revendre, elle ne vaut plus rien ce papier. Ou alors on prévient la personne qui achète, votre maison peut être détruite par la mer dans une échelle de 20-30 ans. Alors soit la personne dit, bah, tant pis, j'en profiterai pendant 20-30 ans, soit pas question, donc moi je n'achète pas. Donc il faut qu'on puisse revoir notre rapport à la propriété privée. La solidarité nationale. Alors la France a 5500 km de côte, hors outre-mer. Bon, c'est un grand pays maritime. On a énormément de patrimoine sur les côtes, vulnérables, ça se chiffre en centaines de milliards. Faut pas bon. Donc on ne fait pas ça sur un claquement de doigts. Maintenant, chacun va se débrouiller localement. Et puis enfin, le rapport à une nature qui change. C'est difficile d'accepter le fait que la nature elle bouge. Hein, regardez, des choses qui paraissaient absolument intangibles. Et encore, ici, je dirais, en Occitanie,
on sait que le lido, il a pas toujours été là. On a tous des histoires de grand-père, d'arrière-grand-père qui disaient ah ben moi j'allais pêcher ici, maintenant c'est plus possible, ou j'avais un cabanon là, ben, il est maintenant une plage, ou la plage allait jusque là-bas, et puis maintenant elle est en etc. Vous avez relativement cette culture. Il y a des pays dans lesquels, des zones dans lesquelles c'est vraiment un choc. Bon, je vais souvent dans les Alpes, parce que moi je suis lyonnais d'origine, hein. Eh bien, dans certaines vallées, les reculs des glaciers, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Pour faire de la randonnée, on prenait des crampons. Maintenant, c'est fini, vous avez des chaussures normales, vous montez à 3000 mètres. Donc, c'est vraiment des choses qui sont impressionnantes. Donc, vous voyez, ces éléments qui paraissent des piliers assez solides, qui paraissaient des repères, des amers, si je puis dire, intangibles, eh bien, il faut accepter que ça bouge, mais pas de panique. Si vous en avez conscience, et si vous avez confiance dans la capacité de réfléchir collectivement à des solutions, et à ce moment-là, il y a toujours des voies. Là encore, je reprends Churchill, when there is a will, there is a way. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et donc, moi, je suis persuadé de ça. Diapo suivante. Capitaine.